Donc bonjour, je m'appelle Gwenan Eliezer, je suis un jeune dev depuis quelques années. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de fonctionnel et d'orienté objet, et du lien entre les deux. Alors pour commencer, je vais commencer par une petite anecdote. Pendant que j'étais étudiant, j'ai un pote on parlait ensemble des différents projets sur lesquels on a travaillé. Et il m'a parlé de ce qu'il faisait, il m'a dit « je fais du JavaScript fonctionnel ». Alors moi j'ai trouvé ça assez étonnant parce que pendant mes études j'avais fait un peu d'OCaml et je m'étais dit en JavaScript on ne retrouve pas les différentes choses qu'on a quand on sait pas le même point de vue. Et donc pour donner un petit exemple, je pense que ce qu'il faisait ça ressemblait un petit peu à ça. Et en fait lui quand il disait je fais du JavaScript fonctionnel, il parlait principalement de ces fonctions map, filter, etc. Et qu'il utilisait plutôt des outils comme ça plutôt que d'utiliser des boucles ou des choses du style. Et donc du coup, aujourd'hui, ce que je souhaite vous montrer, c'est que même si on a des outils de ce style-là, eh bien on reste avec des langages qui ont une certaine différence des langages fonctionnels. Donc avant de commencer, je vais vous faire un petit topo sur les différents langages dont je souhaite parler. Donc le premier langage, un langage qui a été très important dans l'informatique et dans l'histoire des langages, ça a été le C, qui fait partie du monde des langages impératifs, c'est-à-dire que c'est des langages qui donnent une séquence d'instructions à notre ordinateur à exécuter. Et puis ensuite, du C est né le C++, qui fait partie des langages orientés objets. Ensuite, derrière, il y a le Java, le C# qui sont apparus, avec plein d'autres choses, bien évidemment. Je fais qu'une petite sélection. Et puis en parallèle de tout ça, il y a le fonctionnel qui est apparu, qui lui vient plutôt d'éléments théoriques. Et l'idée du fonctionnel, c'est de... L'idée du fonctionnel, excusez-moi. Les langages fonctionnels, c'est des langages plutôt déclaratifs qui voient les calculs comme une évaluation de différentes fonctions. Et donc c'est vraiment basé sur les mathématiques. Et donc dans les langages fonctionnels, on en a plein. On a Lisp par exemple, on a ML. AML a donné naissance à OCaml, il y a Haskell qui est venu à côté, il y en a plein d'autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le fonctionnel a créé plusieurs outils, et ces outils ont été repris par des langages orientés objets. Alors aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur Java et C# et les quelques autres langages qui y ressemblent, et les différents outils qu'ils ont repris, donc ça va être les opérations sur les listes, comme dans la petite introduction, mais il va aussi y avoir le pattern matching, et plus particulièrement en parlant de pattern matching, la notion d'optionnel. Et en fait, à travers ma présentation, le but c'est de vous montrer que lorsque ces éléments ont été pris, il y a eu des changements, et peut-être un peu plus de changements que ce à quoi vous vous attendez au premier abord. Bien, donc je vous propose de commencer par les opérations sur les listes, parce que c'est un petit peu the elephant in the room, comme on dit en anglais. Et donc, je vais vous donner un petit exemple de code. Donc ça, c'est typiquement ce qui va se passer en Java. Alors, je ne suis pas un développeur Java, donc j'espère que pour les développeurs Java, je n'écris rien rien qui vous perce les yeux. Et typiquement, quand on va travailler avec des opérations sur les listes en orienté objet, on va avoir une notion d'itérateur, de stream ou d'énumérable, avec une première étape qui va nous permettre de créer notre stream, et une dernière étape qui va, elle, nous permettre de tout récupérer dans une liste. Et après, entre deux, eh bien, on va pouvoir enchaîner des opérations, les unes à la suite des autres. Et ce qui est très intéressant avec tout ça, c'est qu'on peut faire tout ça avec de bonnes perfs. Donc du coup, alors, je vais reprendre tout ça, je vais prendre un exemple plus simple, comme ça on voit quand même toute l'implémentation. Et ce que vous avez sûrement entendu, c'est que du coup, ces opérations au milieu, eh bien, ça vient du fonctionnel, ce qui est bien vrai. Et par contre, qu'en est-il de ces deux petites opérations, .stream et .collect?
Eh bien, ceux-là, ils ne viennent pas vraiment du fonctionnel. En fait, ils n'existent pas en fonctionnel. Et je vais passer du coup côté fonctionnel pour vous expliquer un petit peu c'est quoi le point de vue, comment on voit tout ça. Bien. Donc, en fonctionnel, reprenons notre code qui est ici, c'est le code Java. Pour simplifier tout ça, le contenu des maps et tout ça, je les ai mis dans des fonctions. Donc maintenant, le premier, on fait une puissance de 2, le deuxième, on additionne 30, le troisième, on vérifie si la valeur est paire ou pas. Et on va passer ça en fonctionnel. Bon, alors c'est de l'OCaml. Ceux qui ne connaissent pas l'OCaml, il n'y a pas de souci. Je vous dis très rapidement ce qui se passe. Ici, on a notre entrée. C'est les nombres. C'est notre suite de nombres. Notre suite de nombres, ensuite, elle est passée en argument à notre premier map. Le résultat de tout ça est passé en argument à notre deuxième map. Le résultat de tout ça est passé à notre filter. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est nos résultats. Donc, on a bien fonctionnellement la même chose. Si je vous remontre un petit peu ce qu'on a à côté, de chaque côté, de part et d'autre. Mais il y a une petite différence. Je vous ai un peu teasé tout à l'heure. Et en fait, ce qui va se passer côté fonctionnel, c'est qu'on a d'abord notre entrée. À la toute fin, on a bel et bien notre résultat. Mais entre-temps, eh bien, de nouvelles listes ont été créées de manière intermédiaire. Ici, on en a deux. Mais à chaque fois qu'on chaîne une opération de ce style, on se retrouve avec une nouvelle liste qui va prendre de la taille en mémoire, qui va faire des allocations et qui, du coup, va nous faire perdre des performances d'un point de vue technique. Alors, il y a des manières d'optimiser ça en fonctionnel, c'est dans le monde fonctionnel, mais c'est vraiment une optimisation. Alors que nous, dans le monde orienté objet, eh bien, on a notre entrée, on a notre résultat, et puis ce qu'il y a sur le chemin, on le voit plus comme une chaîne de traitement, la suite de choses à faire sur les éléments de notre liste, et de base, on est déjà optimisé. Donc finalement, nos deux petits éléments qu'on a ici, eh bien, il se trouve qu'ils sont pleinement orientés objet, parce qu'ils font partie d'une optimisation qui a été créée dans le monde objet et qui n'a rien, qui n'existe pas dans le monde fonctionnel. Donc voilà, ça c'était le premier exemple du fonctionnel, des opérations sur les listes. Et maintenant, je vais vous parler d'un deuxième sujet qui est le pattern matching, qui est les nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées dans nos langages orientés objets. Mais le pattern matching, je vous propose plutôt de commencer par vous le présenter dans le fonctionnel, pour vraiment vous expliquer de quoi on parle, et parce que ça sera quand même un peu plus simple à suivre au final. Donc pour mon premier exemple, pour vous expliquer le pattern matching, je vais essayer d'implémenter une première fonction, is less than 10 and prime, donc tous les nombres premiers qui sont inférieurs à 10. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre notre valeur, on va la vérifier, on va faire un peu pattern matching dessus, et en fonction de la valeur, eh bien, on va dire est-ce que c'est premier ou pas. Donc 0 n'est pas premier, 1 n'est pas premier non plus par convention. Donc je vais juste comme ça regrouper les deux cas, on peut regrouper les cas, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. 2 et 3, eux, ils sont premiers, magnifique. Et puis on fait comme ça la suite de nos nombres jusqu'à 10. Et puis après, eh bien, on va tous les combiner parce que ça ne sert à rien d'avoir 50 000 lignes quand on peut en avoir que 2. Et puis du coup, on se retrouve voilà, avec un petit exemple tout simple d'un pattern matching sur valeur, tout bête. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que en fonctionnel, lorsqu'on fait du pattern matching, il faut prévoir tous les cas. Donc il nous faut, dans notre cas, dire tous les autres nombres qui ne nous intéressent pas, des nombres qui ne sont pas entre 0 et 10, eh bien ceux-là, on dit, ils ne sont pas entre 0 et 10, donc on return false. Et puis, en fait, notre première ligne ici, elle return false comme la dernière ligne, donc en fait, on peut juste les regrouper les deux. Donc voilà un exemple
de ce qu'on peut faire en fonctionnel pour du pattern matching. Alors, c'est quoi l'équivalent orienté objet? Ben, c'est très simple. On se fait un petit switch, on vérifie tous nos cas, c'est la même chose en fait. On a notre cas par défaut, on a nos returns, tout va bien. Alors maintenant, je vous propose de passer un petit cran en termes de complexité. Donc pour ça, je vais changer de cas. Je vais cette fois-ci compter le nombre de fois que j'ai le chiffre 1 dans mon nombre, et je vais aller jusqu'à 20. Et pour cela, donc typiquement, eh bien, on a 1 et 10 qui contiennent un 1, tout le reste ne contient pas un 1. Enfin si, il y a tout ce qui est entre 10 et 20, donc hop, on a une super liste. C'est un peu galère à lire là quand même. Donc heureusement, dans certains langages, pas tous malheureusement, eh bien, on peut mettre un range. On peut dire, je vais essayer de matcher tous les éléments qui sont là-dedans. Et ça nous permet du coup de dire, ben, 1, ça contient 1, tout ce qui est entre 10 et 19, ça contient 1, les autres, ils ne contiennent pas de 1, tout va bien. Malheureusement, ça ne fonctionne pas dans tous les langages. Typiquement, en OCaml, qui est le langage que je suis en train d'utiliser pour ça, ça ne fonctionne pas. À la place, on va utiliser quelque chose dans ce style, où là, on va du coup avoir une condition sur l'une des branches, et cette condition va nous permettre de vérifier est-ce qu'en effet, on est bien entre 10 et 19. Et donc voilà, magnifique. Maintenant, je vais vous demander de faire ça en orienté objet. Alors, en Java, c'est un peu compliqué. On ne va pas pouvoir utiliser un switch, à moins qu'il y ait des dernières features dont je ne sois pas au courant. Mais on va généralement plutôt utiliser un if-else dans ce style-là. Donc on va gérer cette fois-ci les différents cas. On ne va pas avoir de structure qui va pouvoir nous le faire de la même manière que le fonctionnel. On va devoir trouver une autre solution. Alors, dernièrement, il y a tout de même, enfin dernièrement, ça se trouve, ça fait du temps, il y a tout de même C# qui vient nous sauver en disant, moi, je vous propose une syntaxe comme ça. Donc, on a un switch qui nous permet, pareil, de nous dire, comme en OCaml, on a un élément, et puis cet élément, on va mettre une condition dessus, on va return ça, et tout va bien. Magnifique, et ben ça c'est beau. Et ben je vous propose de passer un cran au-dessus encore. Et ça sera le dernier cran. Ce dernier cran, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle dans le fonctionnel de type sum. Alors, bon, c'est un nom un petit peu compliqué à expliquer, mais je vais passer par un exemple. Notre exemple ici, c'est option. Option, c'est un type sum, c'est l'un des types sum les plus simples qu'on puisse faire. Son but, en fonctionnel, c'est de dire, est-ce qu'on a une valeur ou pas? Donc ici, on a deux possibilités. Pas de valeur. Donc ce cas de pas de valeur, on appelle ça none. Et puis on a une possibilité où on a une valeur, et celle-là, on l'appelle somme. Remarquez le petit a. Le a ici, c'est un type. Ça veut dire qu'un option de a, eh bien, quand on est dans le cas de somme, il a une valeur a. Je vais vous montrer, pour vous expliciter tout ça, un petit exemple d'utilisation. Donc dans la première ligne, on récupère notre option d'une string, et cette option de string, on la met dans notre match pour pouvoir vérifier dans lequel des deux cas on est. On gère à la fois le cas de somme et le cas de none. Et petite remarque, en fonctionnel, quand on fait un matching pattern comme ça, il faut gérer tous les cas. Si none, je ne l'ai pas spécifié, le langage, il ne va pas savoir ce qui se passe dans le cas de none et il va me dire non, ça ne va pas. Donc il va me demander au moins de dire explicitement que dans none, il ne se passe rien. Donc ensuite, on a fait nos deux cas, et puis plus spécifiquement, dans le cas de somme, on remarque que je dois mettre un nom de variable juste derrière le somme. Ça, c'est la variable dans laquelle on va mettre l'élément dans le cas du somme, et ça va me permettre de l'utiliser dans la foulée. Et donc en l'utilisant comme ça, eh bien, je ne peux utiliser la valeur dans mon somme que si je suis dans le cas de somme. Ok, donc ça en fonctionnel c'est très utile. Alors voilà, je vous ai remis très rapidement
la déclaration. Maintenant, la question, c'est en Java ou en C#, comment est-ce qu'on va... C'est quoi l'équivalent de ça? Alors, c'est un peu compliqué. L'équivalent le plus simple à donner, ça serait utiliser la valeur nulle pour none. Si j'ai pas de valeur, je mets nul. C'est une solution qui fonctionne. C'est une solution qui est moche pour certaines personnes, parce que du coup, nul, il est partout. On ne peut pas faire la différence des cas où on a le droit de ne pas avoir de valeur au cas où on n'a pas le droit d'avoir de valeur. Et du coup, c'est pas forcément très pratique. Je pense que vous êtes tous pris un null pointer exception qui vous a agacé un jour. Une deuxième possibilité, c'est que certains langages donnent une classe qui s'appelle optional. L'idée de cette classe, c'est, donc, elle va typiquement ressembler à ça. Et l'idée, c'est déjà, on va avoir deux constructeurs différents. Un constructeur avec une valeur et un constructeur sans valeur. Donc là, on retrouve un petit peu notre idée de none, de somme. Soit on a une valeur, soit on n'a pas de valeur. Et ensuite, pour l'utiliser, eh bien, on a deux méthodes différentes. Une qui va nous permettre de vérifier si on a la valeur, et une autre qui va nous permettre d'accéder à la valeur. Alors, optional, généralement aussi implémente une myriade d'autres méthodes pour pouvoir utiliser pour des cas plus spécifiques. Mais le cas général, eh bien, on va devoir retomber à ces deux méthodes-là. Et un exemple d'utilisation va ressembler à ça. Donc là, j'ai repris mon code fonctionnel, la même chose qui se passe dans mon code fonctionnel de tout à l'heure. Je récupère un name, qui est un optional. Je vérifie si jamais mon optional a une valeur ou n'a pas de valeur. Et s'il a une valeur, eh bien, je me permets de l'utiliser. Alors, par contre, il faut faire attention avec ça, parce que l'interface en elle-même, elle autorise à appeler get quoi qu'il arrive. Donc je peux m'amuser à appeler le get même si je n'ai pas de valeur. Et là, je vais crash, et je vais me retrouver un petit peu dans le même cas que le null pointer exception. C'est-à-dire que si je ne pense pas à vérifier, eh bien, je me retrouve, encore une fois, à faire une erreur. Donc, petit récap, l'optional, d'abord, on a une méthode pour vérifier, ensuite une méthode pour utiliser. Et du coup, c'est la deuxième chose qui va nous permettre de remplacer notre option. Okay. Alors moi, personnellement, je trouve que les deux s'utilisent un peu de la même manière. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il faut d'abord faire un if pour vérifier. Ensuite, il faut utiliser la valeur, soit en l'utilisant pour le cas de null, soit avec un point get. Mais du coup, je les regroupe ensemble. Par contre, les langages aujourd'hui permettent de faire un switch sur les types. Un switch sur les types, ça voudrait dire que si on veut faire un switch sur les types en C# par exemple, eh bien, on se retrouve, ou même en Java en fait, on se retrouve à faire une interface, ou une classe, ou quelque chose du genre. Et l'intérêt, c'est que cette interface ou cette classe soit implémentée par deux autres classes. Et avec un petit... donc voilà, par deux autres classes. Et avec un petit switch sur le type, eh bien, on est capable de savoir quel est le type de la valeur. Donc là, très rapidement, je vous ai refait un optional, mais cette fois-ci avec des types en Java. Et ça fonctionne comme en fonctionnel. Le truc, c'est que ce genre de choses, c'est pas du tout habituel. C'est-à-dire que si vous arrivez, si demain, je vais dans ma base de code C#, je lâche un truc comme ça, mon architecte va venir me voir, va me dire « Gwenan, qu'est-ce que tu as foutu? Tu m'enlèves ça tout de suite !» Donc voilà, on a nos deux cas, mais malheureusement, on n'a pas de bon équivalent au fonctionnel. Et là, ça arrive à ma conclusion. Donc je vous propose de revenir un petit peu, de refaire un topo très rapide. On a d'un côté les opérations sur les listes, qui ont été un petit peu... finalement, les opérations sur les listes communes actuelles ont été créées par l'orienté objet. C'est en fait une réappropriation de choses fonctionnelles. On a d'un autre côté le pattern matching, qui lui est assez central dans le fonctionnel et qui a des usages qui sont différents.
Mais finalement, en fait, ma conclusion, c'est que quoi qu'il arrive, les racines du langage impactent fortement les fonctions qu'on ajoute au langage. Et voilà. Je suis pile à la fin de mon temps. Et voilà, c'était Gwenan. Et puis on n'aura pas le temps pour les questions. Mais j'espère que vous avez bien aimé ce que je vous ai présenté.